Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres, les personnels liés à l'enfance en colère au conseil départemental. François Simon, notre invité, vient soutenir TLT. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, les films de Stanley Kubrick à la Cinémathèque. Les personnels de la prévention et de la protection de l'enfance dénoncent des modes d'organisation obsolètes vu le nombre croissant d'enfants en précarité ou en situation de précarité. Ils étaient mobilisés ce midi devant le conseil départemental de Haute-Garonne afin d'être reçus par des élus. Certains manifestants ont annoncé qu'ils dormiraient sous tente ce soir devant les grilles de l'institution. Pascal Soler et Alain Sorat sont y allés. Travailleurs sociaux, éducateurs, ils dénoncent le manque de solutions pour prendre en charge dans l'urgence des enfants en danger et cette situation ne fait qu'aggraver leur souffrance. À Toulouse, le CDEF, le Centre départemental de l'enfance et de la famille, est en grève pour alerter le conseil départemental qui gère ce lieu sur une situation alarmante. On nous amène toute problématique, donc ça peut être sans papier, ça peut être la brigade des mineurs qui nous amène un jeune la nuit, ça peut être effectivement les services du conseil général qui repèrent des enfants maltraités dans une famille et qui nous les amènent. C'est toute notre mission, c'est de les accueillir en urgence, de faire une observation, de les réorienter. Alors soit sur des retours par an, soit dans d'autres institutions. Et le problème, c'est que le dispositif est complètement saturé et donc c'est des enfants qui restent et qui stagnent en accueil d'urgence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une violence, une très grande violence. J'ai des collègues, quand je parle violence, c'est des agressions caractérisées. Nous avons un personnel de nuit qui a failli se faire immoler par le feu il y a quelques mois. Donc c'est vraiment de la violence. Donc on fait vivre ces enfants et ces adolescents dans une violence pas possible. Il y a du racket. Et pour nous, c'est plus possible. On n'arrive plus à les protéger. En Haute-Garonne, 3800 enfants sont sous la protection du conseil départemental contre 2400 en 2004. Le schéma départemental de l'aide sociale n'est plus du tout adapté et présente de nombreux dysfonctionnements. Vous avez des établissements aujourd'hui qui refusent de prendre des enfants parce qu'ils ne correspondent pas à un profil assez classique. Ils veulent des jeunes scolarisés qui ne présentent pas de troubles, sinon ils ne les accueillent pas dans leurs établissements. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on les a laissés faire. Et nous, on demande aujourd'hui au conseil départemental de taper du poing sur la table, de dire que non, les enfants qui sont placés n'ont pas à passer un entretien d'embauche, presque de recrutement pour entrer dans une maison d'enfants ou un établissement spécialisé. Il a besoin d'être protégé. Nous devons impérativement faire un bilan, faire une évaluation publique de nos politiques publiques. Nous allons faire des ajustements, prévoir, je pense, pour le CDEF des ajustements et des mesures d'urgence. Et puis là aussi, là comme ailleurs, il faudra mettre à plat, discuter, partager et partager aussi avec les partenaires, avec le préfet de Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, avec l'ARS, qui sont eux aussi concernés par toutes ces questions. Travailleurs sociaux et élus sont d'accord sur l'essentiel. Il faut que la situation évolue, mais le temps presse. Vous le savez, l'avenir de TLT est entre les mains de ses actionnaires et de ses partenaires publics. Les salariés, depuis des semaines, tentent de vous informer dans ce journal et par le biais d'un site internet « Je soutiens TLT TV ». Vous soutenez votre chaîne locale en nous laissant des messages d'amitié. Petit rappel des événements avant la décision de justice du 3 juillet prochain. Depuis le début de la semaine dernière, les façades de TLT expriment l'incompréhension et la colère des salariés. En cause, l'abandon pressenti du soutien de la mairie, une première en 27 ans d'existence. Pour les Toulousains, la première télé locale créée en France a un sens et ne doit pas disparaître. Non, il ne faut pas laisser mourir. Un moyen de communication ne laisse jamais mourir. Une télé, c'est une vitrine aussi, quoi. Je veux dire, c'est la vitrine d'une ville. Il ne faut pas que ça ferme, quoi, tout simplement. Ah oui, je pense que c'est important d'avoir une information locale. TLT, c'est une chaîne qui a un suivi à Toulouse, un peu les alentours, et il faut que ça continue. C'est une chaîne d'information, c'est une chaîne un peu qui parle de sport, qui parle de tout, de la culture surtout. On est intéressé parce que c'est une information locale. On sait très bien ce qui se passe à la ville, rue par rue, tout ça, ça nous intéresse. Ouais. Sur la toile, le site Je soutiens TLT regorge de nombreux messages pour dire que la chaîne doit vivre. Le monde du sport, comme le Toulouse Olympique 13, affiche son soutien. Il en va de même des Violets, club des supporters du TFC. En 2008, et alors que TLT allait connaître un plan social, Jean-Luc Moudinque, alors dans l'opposition, avait demandé aux Toulousains de se mobiliser et d'exprimer leur attachement à la chaîne.
François Simon, bonsoir, merci d'être venu ici dans les locaux de TLT. Vous êtes donc élu au Conseil régional, Europe Écologie Les Verts, en charge des solidarités. Mais au-delà de ça, la solidarité, ça peut être aussi les médias. On sait qu'il va y avoir une fusion des régions entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'il y a un média qui risque de tomber comme TLT? C'est important au niveau local, mais aussi régional. Tout d'abord, je soutiens TLT, moi aussi, donc dans la liste. Non seulement moi, mais tous les élus d'Europe Écologie que je représente ce soir, et bien plus, je pense, tous les militants d'Europe Écologie qui sont sur cette région. Pourquoi? Parce que ce média est indispensable. Il est sur la région toulousaine depuis maintenant 1988, si je ne me trompe. C'est un média qui permet tout de même de l'information locale, de la proximité, de la démocratie, et qui permet la pluralité de l'expression citoyenne, de l'expression politique. Et ça serait tout de même un grand handicap, je pense, pour notre démocratie que de voir un média comme le vôtre tomber donc le 3 juillet. Alors au moment de la fusion des régions, en janvier 2016, on sait qu'il y a une télévision à Montpellier. Et si la télévision de Toulouse tombe, ce serait peut-être aussi un déséquilibre au niveau de la pluralité ou même de l'unité de cette région. On est bien d'accord. Il y a tout un débat entre Montpellier et Toulouse actuellement sur la répartition. Je pense que des médias doivent être installés dans les deux grandes métropoles et à Montpellier et être conservé à Toulouse, et vous avez totalement raison. Je crois que c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental, d'autant plus que dans cette nouvelle loi de la décentralisation, les régions sont censées prendre du pouvoir, un peu plus de côté girondin et un peu moins jacobin, et dans ce cadre-là, il est bien évident que des moyens d'information locaux doivent être des outils, je dirais, presque parapublics. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne peuvent pas se désintéresser de votre situation. Est-ce que vous pensez qu'on devrait être comme en Allemagne ou en Espagne, où les Länder ou les grandes régions espagnoles ont des télévisions fortes, puissantes, publiques ou privées? Est-ce que finalement ce serait le socle régional possible? Alors, deux choses. Je pense que déjà, sur une convention d'objectifs et de moyens, aussi bien la région Midi-Pyrénées que Toulouse Métropole se sont engagés. D'autre part, le CSA vous a redonné une fréquence, donc vous avez tous les moyens de pouvoir continuer. Ce qu'il nous faudra, et c'est en tout cas ce que je défendrai avec tous mes camarades élus d'Europe Écologie Les Verts à la région Midi-Pyrénées et j'espère bientôt en Languedoc-Roussillon, c'est de faire en sorte qu'il y ait à nouveau un tour de table pour faire en sorte que l'on puisse appuyer très fortement donc une télé d'expression locale et je répète, qui puisse faire vivre la vie associative, la vie citoyenne et la vie politique tout simplement. D'autant plus que vous êtes actuellement en ligne de mire, mais il y a également des questions qui se posent sur une télévision publique France 3 et par rapport à ces locales. Et ça serait tout de même assez dramatique, et je le dis sans état d'âme, que le seul moyen d'expression soit une presse papier qui possède et le journal de Montpellier et le journal de Toulouse. Je pense que ça n'est pas bien, y compris pour la Dépêche du Midi, que de ne pas avoir de concurrents. Alors vous parliez d'argent public. Êtes-vous pour autant fermé à l'idée d'un partenariat public-privé? Non. Vous savez, il y a des structures qui s'appellent des SEM, des sociétés d'exploitation mixtes, dans lesquelles il y a donc un partenariat entre l'argent public et l'argent privé. Toujours est-il qu'il faut que l'argent public soit suffisamment et la participation soit suffisamment importante pour que la garantie de l'expression juste et démocratique puisse s'exprimer et non pas tomber dans des logiques purement mercantiles. Mais ça existe, il y a des sociétés qui existent, il y a des statuts juridiques qui existent en France. Eh bien, sachons réfléchir là-dessus. En tout cas, nous, au niveau d'Europe Écologie, nous ferons en sorte que aussi bien sur dans le Télé Toulouse que sur l'avenir de France 3, nous puissions préserver, et avec l'apport de la nouvelle future région, la possibilité de l'expression. Justement, est-ce que vous êtes pour l'idée, que ce soit pour France 3 ou pour TLT, que Jean-Luc Moudin, que président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse, Georges Méric, président du conseil départemental, et Martin Malvy, président du conseil régional, soient assis, même peut-être Mme Delga ou M. Régnier, soient assis autour d'une même table pour avoir une vision globale? Ou peut-être M. Onesta. Monsieur Onesta, oui. On peut aussi dire Mme Pinel, parce que semble-t-il, il y aura peut-être des candidatures. Non, mais pourquoi vous dire cela? C'est bien sûr que vous avez raison. Moi, en tant qu'élu, je vois des tas de structures, de projets où, au-delà des étiquettes politiques, les responsables des exécutifs, aussi bien de Toulouse Métropole
du département, que de la région travaillent ensemble et arrivent à passer des partenariats. La vraie question, et c'est celle que vous posez depuis tout à l'heure, et vous avez entièrement raison de revenir là-dessus, c'est est-ce qu'on considère, nous, en tant que femmes et hommes politiques, que l'expression publique est quelque chose qui doit être garanti par la puissance publique? Eh bien, pour moi, oui, et ça doit se faire au-delà des simples appartenances politiques, dans la mesure où on pense que la démocratie et les valeurs de notre société doivent pouvoir être exprimées le plus facilement possible. Merci François Simon d'avoir répondu à notre invitation. Je vous invite à la Cinémathèque tout ce mois de juin, puisque c'est le mois de Kubrick, on peut dire. Le mois de juin est célébré à la Cinémathèque de Toulouse, au 69 rue du Thor, par une gigantesque rétrospective consacrée à un non-moins gigantesque cinéaste, Stanley Kubrick. Vous retrouvez... Quel plaisir. Vous le connaissez, j'imagine. Et puis d'ailleurs, une petite pensée pour Natacha Laurent, déléguée générale de la Cinémathèque, qui pendant 10 ans a programmé des choses exceptionnelles. Allez, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick fut peut-être avec Woody Allen le cinéaste le plus libre du monde, tant au niveau de la production que du final cut. Pour le film Eyes Wide Shut, il avait demandé une disponibilité totale à ses acteurs, Nicole Kidman et Tom Cruise, et prévenu ses producteurs que le film n'avait pas de date prévue de fin de tournage. Dans le monde du cinéma, jamais personne n'eut un tel luxe. Depuis ses débuts, Stanley Kubrick a pu écrire sa liberté grâce à sa maîtrise de toutes les étapes de production et à sa connaissance de tous les métiers qui font le cinéma. Certaines légendes affirment qu'il allait même jusqu'à choisir la couleur des rideaux des salles de cinéma qui allaient passer ses œuvres. C'est parce qu'il fut le dernier réalisateur de Spartacus que Kirk Douglas lui fit confiance pour Les Sentiers de la Gloire. Puis Kubrick, ce fut le film Cerveau 2001, l'Odyssée de l'espace, que des films comme Interstellar ou encore Gravity ont tenté d'atteindre. 2001, c'est l'homme qui crée l'outil et l'outil qui tue l'homme. Kubrick, c'est aussi la grandeur et la décadence que l'on retrouve dans Barry Lyndon, l'intrusion de l'anormalité dans la normalité dans Shining, le doute face à l'ordre dans Full Metal Jacket. Quoi qu'il arrive, l'homme est toujours seul face au monde qui l'entoure. Un peu comme ce Stanley, enfermé dans son château et qui ne sort plus de l'Angleterre pour faire ses films. Kubrick est mort il y a 15 ans et comme disait Michel Simon, le grand journaliste spécialiste de son œuvre, ce n'est pas tant la mort de l'homme qui nous rend triste, mais plutôt le fait qu'on ne verra plus jamais de nouveaux films de Stanley Kubrick. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci François Simon, vous êtes invité à aller voir du Stanley Kubrick à la Je n'y manquerai pas, voilà. Ça me rappelle beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Et puis il y a toujours des choses à revoir ou à revoir chez Kubrick. Tout à fait. L'œuvre n'est jamais terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Et demain, vous retrouvez en ce mercredi Jérôme Bollock. Merci à tous.